Anne gara sa petite voiture devant la maison familiale, le cœur déjà lourd. À travers le pare-brise, elle observa les fenêtres illuminées, où résonnaient déjà les rires des invités. Lucas, son fils de 10 ans, détacha sa ceinture avec l'enthousiasme innocent de l'enfance. « Maman, on va vraiment s'amuser chez grand-mère », dit-il en arrangeant sa chemise blanche qu'Anne avait soigneusement repassée le matin même. Anne sourit tendrement, cachant son appréhension. Ces réunions de famille étaient devenues un calvaire depuis son divorce, mais elle ne voulait pas priver Lucas de sa famille. Elle prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait sonné. Marguerite, sa mère, apparut dans l'embrasure, élégante dans sa robe bordeaux, mais le visage fermé. « Ah, vous voilà enfin. Nous avons déjà commencé l'apéritif. Ton frère commençait à s'impatienter pour son anniversaire. Bonsoir maman. Nous ne sommes en retard que de 15 minutes. J'ai eu du mal à trouver une place pour me garer. » Marguerite ignora l'explication et se pencha vers Lucas avec un sourire forcé. « Bonsoir mon petit Lucas. J'espère que tu es prêt à te rendre utile ce soir. » Anne fronça les sourcils, mais avant qu'elle puisse demander des éclaircissements, sa mère les conduisait déjà vers le salon où une vingtaine d'invités bavardaient joyeusement. L'odeur des petits fours et le tintement des verres créaient une atmosphère festive qui contrastait avec la tension qu'Anne ressentait dans sa poitrine. Édouard, son frère de 35 ans, se dirigea vers eux, un verre de champagne à la main. Ses cheveux bruns impeccablement coiffés et son costume sur mesure témoignaient de sa réussite professionnelle qu'il ne manquait jamais de rappeler. « Ma petite sœur, toujours aussi ponctuelle, » dit-il avec un sourire narquois. « Et voici mon neveu préféré. Lucas, j'ai une surprise pour toi ce soir. » L'enfant leva vers lui des yeux brillants d'excitation. Anne sentit son estomac se nouer sans comprendre pourquoi. « Viens voir », continua Édouard en prenant Lucas par l'épaule. Il le guida vers la salle à manger, où une longue table avait été dressée avec le plus grand soin. La porcelaine de Limoges étincelait sous le lustre en cristal, et chaque place était marquée par un marque-place calligraphié à la main. Anne chercha du regard les places qui leur étaient destinées, mais ne trouva que son nom sur une chaise légèrement à l'écart. Pour Lucas, elle ne voyait rien. « Où est la place de Lucas ?» demanda-t-elle, la gorge soudain sèche. Marguerite s'approcha d'eux, un sourire glacial aux lèvres. Elle désigna un petit carton posé sur la desserte, à côté des plats de service. Anne lut et ne put retenir un hoquet de stupeur. En lettres dorées, le carton portait simplement « Serveur ». « Ah, qu'est-ce que cela signifie ?» balbutia-t-elle, incrédule. « Cela signifie, ma chère fille, que ton fils va apprendre les bonnes manières ce soir. Tu sers d'abord ta famille, si tu veux manger. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence qui venait de s'installer. Les invités, attirés par la scène, s'étaient rapprochés et observaient maintenant avec curiosité. Lucas regarda le carton sans comprendre, puis leva des yeux interrogateurs vers sa mère. Anne sentit la rage monter en elle comme une vague brûlante, mais la présence de son fils l'obligea à se contrôler. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Lucas est un enfant, pas un domestique. Un enfant qui doit apprendre le respect et la reconnaissance, » répliqua Marguerite d'un ton cassant. « Après tout ce que cette famille a fait pour toi ?» Édouard leva son verre, attirant l'attention de tous les invités qui commençaient à ricaner discrètement. « Allez, petit serveur !» lança-t-il d'une voix forte qui résonna dans toute la pièce. « Ne ruine pas ma fête !» Les rires fusèrent. Lucas, humilié mais ne voulant pas décevoir, prit le carton d'une main tremblante. Anne vit des larmes perler au coin de ses yeux et sentit son cœur se briser. À cet instant précis, un écran s'alluma dans le salon adjacent. Édouard frappa dans ses mains. « Et maintenant, place à la surprise de la soirée. J'ai préparé un petit montage vidéo. » Anne se figea. Que cachait donc cette surprise ? L'écran géant s'illumina, projetant une lumière bleutée dans le salon plongé dans la pénombre. Tous les invités se tournèrent vers la projection, leurs verres à la main, attendant le divertissement promis par Édouard. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il avec la théâtralité d'un présentateur, « je vous présente les meilleurs moments d'Anne. » Anne sentit son sang se glacer. Dans un coin de la pièce,
Lucas tenait maladroitement un plateau de canapé, ses petites mains tremblant légèrement. Elle voulut s'approcher de lui, mais les premières images apparurent à l'écran. D'abord, ce furent des séquences apparemment innocentes. Anne adolescente, les cheveux ébouriffés, sortant de sa chambre en pyjama un dimanche matin. Anne a 18 ans, trébuchant en descendant les escaliers lors d'un dîner familial. Les invités riaient doucement, trouvant ces moments attendrissants. Mais progressivement, les images devinrent plus intimes, plus troublantes. Anne se vit à l'écran dans sa cuisine, 3 ans plus tôt, en larmes au téléphone. Elle reconnut immédiatement cette conversation douloureuse avec son avocate, le jour où elle avait appris que David réclamait la moitié de ses maigres économies. La caméra avait dû être cachée, car elle ne se souvenait pas avoir été filmée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, horrifiée. Les rires des invités se firent plus gênés. À l'écran, on la voyait maintenant dans son salon, expliquant à Lucas, alors âgé de 7 ans, pourquoi papa ne reviendrait plus à la maison. L'enfant pleurait, et Anne tentait de le consoler malgré ses propres larmes. « Édouard, arrête ça immédiatement !» cria-t-elle en se dirigeant vers l'écran. Mais son frère lui barra le passage, un sourire satisfait aux lèvres. « Laisse donc, ma chère sœur. » Nos invités apprécient ce petit voyage dans le temps. L'écran révéla alors des séquences encore plus privées. Anne dans sa chambre, se changeant après le travail, visiblement épuisée. Anne comptant et recomptant ses factures sur sa table de cuisine, l'angoisse déformant son visage. Anne refusant un restaurant à Lucas parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Les invités avaient cessé de rire. Un malaise palpable s'installait dans la pièce. Même Marguerite semblait troublée par l'ampleur de cette violation d'intimité. « D'où viennent ces images ?» demanda Anne, la voix brisée par l'émotion. « De ton cher ex-mari, bien sûr », répondit Édouard avec désinvolture. « David m'a confié qu'il avait installé quelques caméras de sécurité durant votre mariage. Très prévoyant de sa part. Il a pensé que ces souvenirs nous amuseraient. » Anne comprit alors l'ampleur de la trahison. David avait non seulement espionné sa vie privée pendant des années, mais il avait aussi transmis ses enregistrements à sa propre famille pour l'humilier davantage. « Comment as-tu pu accepter ça ?» dit-elle en se tournant vers sa mère, les yeux brillants de larmes contenues. Marguerite haussa les épaules avec une indifférence glaciale. « David nous a expliqué à quel point tu étais devenue instable après le divorce. Ces vidéos le prouvent. Il s'inquiète pour Lucas et pense que l'enfant serait mieux avec lui. »« Instable ?» répéta Anne, incrédule. « Parce que j'ai pleuré quand mon mari m'a quittée pour sa secrétaire ? Parce que j'ai eu des difficultés financières après qu'il m'ait laissée sans rien ?» Sur l'écran défilaient maintenant les images les plus cruelles. Anne cachant ses larmes derrière la porte de sa chambre pour ne pas inquiéter Lucas. Anne travaillant tard le soir sur son ordinateur portable, essayant de boucler les fins de mois difficiles. Anne refusant les sorties avec ses amis par manque d'argent. Ces moments de vulnérabilité, qu'elle croyait privés, étaient maintenant exposés au regard moqueur d'une vingtaine d'étrangers. Elle se sentait nue, dépouillée de toute dignité. Lucas s'approcha d'elle, ses grands yeux emplis d'incompréhension et de chagrin. « Maman, pourquoi il montre ça ? Pourquoi papa a filmé ?» Anne prit son fils dans ses bras, tentant de le protéger de cette humiliation supplémentaire. Elle sentit une colère sourde monter en elle, différente de tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'alors. Marguerite s'avança vers eux, le visage dur. « Il fallait que tu comprennes ta place dans cette famille, Anne. Tu as toujours été un fardeau, une source de problèmes. David a raison de vouloir reprendre Lucas. Un enfant a besoin de stabilité, pas d'une mère qui s'effondre au moindre obstacle. » Ces mots résonnèrent dans le salon, comme une sentence définitive. Anne regarda sa mère, cette femme qui l'avait mise au monde et qui maintenant la condamnait publiquement. Elle comprit alors que cette soirée n'était pas un simple anniversaire. C'était un piège soigneusement orchestré pour la détruire. L'écran s'éteignit enfin, plongeant la pièce dans un silence pesant. Anne serra Lucas contre elle et prit sa décision. Anne ne dit pas un mot. Dans le silence pesant qui suivit l'extinction de l'écran, elle prit doucement la main de Lucas et se dirigea vers l'entrée. Ses pas résonnaient sur le parquet ciré, comme un compte à rebours. « Anne, où vas-tu » appela Marguerite d'une voix sèche. « Le dîner va être servi. » Sans se retourner, Anne récupéra leur manteau dans le placard de l'entrée. Lucas la suivait, encore sous le choc, serrant contre lui le marque-place « Serveur »,
qu'il n'avait pas osé lâcher. « Maman » murmura-t-il, inquiet de ce départ précipité. « Nous rentrons à la maison, mon chéri. » Édouard apparut dans le couloir, son verre de champagne toujours à la main, visiblement satisfait de son petit spectacle. « Allons, ma petite sœur, ne fais pas l'enfant. David m'a dit que tu avais tendance à dramatiser. Tu ne vas quand même pas priver notre famille de ta charmante compagnie pour si peu ?» Anne s'arrêta net et se retourna lentement. Ses yeux, habituellement doux, brillaient maintenant d'une détermination nouvelle. « Pour si peu » répéta-t-elle d'une voix calme mais glaciale. « Tu humilies mon fils devant 20 personnes, tu violes mon intimité avec des vidéos obtenues par espionnage, et tu appelles ça si peu ? Oh, arrête ton mélodrame. Ces images montrent simplement la réalité. Tu n'es pas capable d'élever correctement Lucas. » David s'inquiète. Et franchement, nous aussi. Lucas resserra sa prise sur la main de sa mère. Il commençait à comprendre que ces adultes parlaient de le séparer d'elle, et cette idée l'effrayait plus que tout. « Papa veut me prendre ?» demanda-t-il d'une petite voix. Anne s'agenouilla devant son fils, posant ses mains sur ses épaules frêles. Dans ses yeux d'enfant, elle lut une confiance absolue mêlée à une peur grandissante. « Écoute-moi bien, Lucas. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais personne nous séparer. Tu es mon fils, et nous formons une équipe, toi et moi. » D'accord ? L'enfant hocha vigoureusement la tête, et Anne vit ses larmes retenues depuis le début de la soirée couler enfin librement. Marguerite s'approcha d'eux, le visage dur. « Tu fais une erreur, Anne. David a les moyens de t'offrir un bon avocat, et avec ces vidéos comme preuve, tu ferais mieux de coopérer. » Coopérer ? Anne se releva, sa voix tremblant de colère contenue. « Tu veux que je coopère à ma propre destruction ? Que j'aide mon ex-mari à me voler mon enfant ? Je veux que tu sois réaliste. Tu vis dans un appartement de 2 pièces, tu gagnes un salaire misérable, tu n'as aucune stabilité. Lucas mérite mieux. Lucas mérite l'amour, maman. Quelque chose que, visiblement, ni toi ni David ne comprenaient. » Anne ouvrit la porte d'entrée. L'air frais de novembre caressa son visage, et elle eut l'impression de respirer librement pour la première fois de la soirée. Derrière eux, les rires des invités avaient repris, comme si rien ne s'était passé. Cette indifférence acheva de convaincre Anne qu'elle avait pris la bonne décision. Dans la voiture, Lucas attacha sa ceinture en silence. Ses joues étaient encore humides, et il fixait le marque-place froissé qu'il tenait toujours. « Maman, pourquoi grand-mère ne m'aime pas ?» La question, posée avec la candeur de l'enfance, transperça le cœur d'Anne. Elle démarra le moteur pour se donner le temps de trouver les mots justes. « Ce n'est pas que grand-mère ne t'aime pas, mon cœur. C'est qu'elle a oublié comment on montre l'amour. Parfois, les adultes se perdent dans leurs problèmes et blessent ceux qu'ils devraient nous protéger. Et papa, pourquoi il a filmé nos secrets ?» Anne sentit sa gorge se serrer. Comment expliquer à un enfant de 10 ans que son père l'avait espionné par calcul et méchanceté ? Papa fait des choix qui ne sont pas corrects. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, Lucas. Toi, tu es merveilleux, intelligent, gentil. Tu es tout ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Lucas jeta le marque-place par la fenêtre entr'ouverte. Je ne veux plus jamais être serveur chez grand-mère. Tu ne le seras jamais, je te le promets. De retour dans leur petit appartement, Anne prépara un chocolat chaud pour Lucas et s'installa avec lui sur le canapé. Les murs étaient peut-être moins grands que chez Marguerite, les meubles moins luxueux, mais ici régnait quelque chose que la grande maison familiale avait perdu, la tendresse. « Maman, on va vraiment rester ensemble ? Papa ne pourra pas me prendre ?» Anne serra son fils contre elle, respirant l'odeur de son shampoing aux pommes. « Je te le jure, Lucas. Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. Je vais me battre s'il le faut, mais personne ne brisera notre famille. » Cette nuit-là, quand Lucas s'endormit enfin, Anne resta éveillée, fixant le plafond de sa chambre. La colère s'était muée en détermination froide. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus victime. En rangeant les affaires de Lucas, elle tomba sur un courrier qu'elle avait négligé dans le chaos des dernières semaines. L'en-tête portait le logo de son ancienne université. Ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant l'enveloppe. Que pouvait bien lui vouloir cette institution qu'elle avait quittée 10 ans plus tôt pour suivre David ? Ses yeux parcoururent rapidement les premières lignes, et son cœur se mit à battre plus fort.
Cette lettre pouvait-elle vraiment changer leur destin? Anne déplia la lettre avec précaution, comme si elle manipulait un objet précieux. Le papier à en-tête de l'université Lyon 2 réveilla en elle des souvenirs d'une époque où tout semblait possible, avant que David ne lui demande d'abandonner ses études pour se consacrer à leur mariage. Madame Anne, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature au programme de formation accélérée en médiation familiale a été retenue. Son cœur s'emballa. Elle avait postulé à ce programme il y a 8 mois, dans un moment de désespoir, sans vraiment y croire. Avec sa formation juridique interrompue et ses années d'expérience comme assistante juridique, elle avait tenté sa chance presque par défi. Formation intensive de 6 mois, avec possibilité de création de cabinet indépendant. Début des cours, 15 novembre. Frais d'inscription, 3 200 €. Anne sentit son enthousiasme retomber comme un soufflet. 3 200 €. Elle avait à peine 800 € sur son compte, et le loyer du mois prochain était déjà une préoccupation constante. Elle reposa la lettre sur la table de la cuisine et se servit une tisane. Par la fenêtre, elle observait les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. Quelque part là-bas, David dormait probablement paisiblement, ignorant le chaos qu'il avait semé dans leur vie. Le lendemain matin, après avoir déposé Lucas à l'école, Anne prit une décision qui l'étonna elle-même. Au lieu de se rendre directement au cabinet d'avocat où elle travaillait, elle fit un détour par le centre-ville et s'arrêta devant un café qu'elle n'avait plus fréquenté depuis des années. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, mais n'avait pas appelé depuis longtemps. Cabinet Lambert. Bonjour. Bonjour. J'aimerais parler à maître Julien Lambert, s'il vous plaît. C'est Anne, une ancienne collègue. Quelques minutes plus tard, la voix chaleureuse de Julien résonna dans l'écouteur. Anne, quelle surprise! Comment vas-tu? Julien Lambert avait travaillé 3 ans dans le même cabinet qu'elle, avant d'ouvrir sa propre étude spécialisée en droit de la famille. Elle se souvenait de lui comme d'un homme intègre, passionné par son métier, toujours prêt à aider ses collègues. Julien, j'aurais besoin de tes conseils. Pourrions-nous nous voir? Bien sûr. Tu veux qu'on se retrouve pour déjeuner? 1 heure plus tard, Anne était assise en face de Julien dans un petit restaurant discret. Les années avaient été bienveillantes avec lui. Ses cheveux châtains grisonnaient légèrement aux tempes et ses yeux noisettes conservaient cette bienveillance qu'elle lui avait toujours connue. « Alors, raconte-moi, » dit-il après avoir commandé. « Tu as l'air préoccupée. » Anne lui résuma sa situation. Le divorce difficile, les problèmes financiers, et maintenant cette menace de David concernant la garde de Lucas. Elle lui parla aussi de la soirée chez sa mère, sans entrer dans les détails les plus humiliants. Julien l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compassion. « Et maintenant, j'ai cette opportunité de formation, mais je n'ai pas les moyens. »« Anne, » l'interrompit-il doucement, « tu as toujours été brillante. Je me souviens de tes analyses juridiques, de ta capacité à comprendre les situations familiales complexes. La médiation familiale, c'est exactement ce qui te correspond. Mais les 3 000 €, laisse-moi réfléchir. » Julien sirota son café, pensif. « J'ai une proposition à te faire. Mon cabinet se développe et j'aurai besoin d'une assistante spécialisée en médiation. Si tu acceptes de faire un stage chez moi pendant ta formation, je peux avancer les frais d'inscription. Tu me rembourseras quand tu seras établi. » Anne le regarda, incrédule. Cette générosité lui rappelait pourquoi elle avait toujours apprécié Julien. « Pourquoi ferais-tu ça pour moi ? Parce que je sais de quoi tu es capable. Et puis... » Il marqua une pause, légèrement embarrassé. « J'ai toujours regretté qu'on ne se soit pas revus après ton mariage. Tu me manquais, Anne. Ton intelligence, ta gentillesse. » Le rouge monta aux joues d'Anne. Elle avait oublié combien il était facile de parler avec Julien, combien sa présence était apaisante. « Pour David et la garde de Lucas, » continua-t-il, « nous verrons ça ensemble. J'ai de l'expérience dans ce domaine. Mais d'abord, occupons-nous de ton avenir professionnel. » En rentrant chez elle ce soir-là, Anne avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu. L'espoir. Lucas l'accueillit avec un dessin qu'il avait fait à l'école, représentant leur petit appartement avec un grand soleil au-dessus. « C'est nous, maman. Regarde, j'ai dessiné notre maison heureuse. » Anne serra son fils dans ses bras, émue. Oui, leur maison était heureuse, malgré sa modestie.
Le téléphone sonna, interrompant ce moment tendre. Anne décrocha, s'attendant à entendre une de ses amies. « Allô, Anne ?» La voix glaciale de Marguerite la figea. « J'ai quelque chose d'important à te dire concernant Lucas. David m'a appelé ce matin. » Le sang d'Anne ne fit qu'un tour. La bataille qu'elle redoutait commençait plus tôt que prévu. « David va déposer une demande de garde principale, » annonça Marguerite sans préambule. « Il a tous les éléments nécessaires pour prouver ton instabilité. Ces vidéos qu'Édouard a montrées hier ne sont qu'un aperçu. » Anne sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement sur une chaise de cuisine, serrant le combiné. « Maman, tu ne peux pas le laisser faire ça. »« Moi ?» Le rire amer de Marguerite résonna dans l'écouteur. « Anne, j'ai 68 ans. Je veux que mon petit-fils grandisse dans de bonnes conditions. David a une grande maison, un salaire confortable, une nouvelle épouse qui peut s'occuper de Lucas. Toi, tu as quoi ?» Anne raccrocha sans répondre, les mains tremblantes. Lucas apparut dans l'embrasure de la cuisine, en pyjama. « Maman, tu pleures ?»« Non, mon chéri, j'ai juste les yeux qui piquent. Retourne te coucher, il est tard. » Mais Lucas s'approcha et glissa sa petite main dans la sienne. C'était grand-mère au téléphone? Elle était encore méchante? Anne réalisa que son fils comprenait bien plus qu'elle ne le pensait. Elle caressa ses cheveux blonds ébouriffés. « Ne t'inquiète pas pour grand-mère. Nous, on forme une équipe solide, tu te souviens ?» Le lendemain matin, Anne appela Julien dès l'ouverture de son cabinet. « David veut t'attaquer en justice, » lui expliqua-t-elle d'une voix blanche. « Il a des vidéos prises à mon insu, ma propre mère témoignera contre moi. »« Anne, respire. Viens me voir à midi, nous allons étudier tout ça calmement. » Dans le bureau de Julien, Anne se sentit enfin en sécurité. Les murs tapissés de livres juridiques, l'odeur du cuir et du café, tout respirait la sérénité professionnelle. « Raconte-moi tout depuis le début, » dit Julien en sortant un carnet. « Et surtout, ne cache rien. » Anne lui dévoila alors l'humiliation de la veille, le marque-place serveur, les vidéos intimes, les rires des invités. Elle vit la mâchoire de Julien se crisper progressivement. « Cette mise en scène était planifiée, » murmura-t-il. « Édouard et David vous ont tendu un piège. » « Mais pourquoi ton frère s'implique-t-il autant ?» Anne réfléchit. Depuis des mois, Édouard montrait un intérêt soudain pour Lucas, l'emmenant parfois au cinéma, lui offrant des cadeaux coûteux. « L'assurance vie de papa, » souffla-t-elle. Lucas en est le bénéficiaire. 60 000 € qu'il touchera à sa majorité. Voilà le mobile, acquiesça Julien. Ton frère espère manipuler cette somme en devenant le tuteur de fait de Lucas. La révélation frappa Anne comme une gifle. Sa propre famille était prête à détruire sa vie pour de l'argent. Julien, j'ai peur de perdre mon fils. Il se leva et contourna son bureau pour s'asseoir près d'elle. Ses yeux exprimaient une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Nous ne les laisserons pas faire. J'ai défendu des dizaines de mères dans ta situation. David a commis plusieurs erreurs juridiques. Ces vidéos, par exemple, ont été obtenues illégalement. Mais ma mère témoignera contre moi. Et nous trouverons des témoins pour attester de tes qualités de mère. Tes anciens collègues, les professeurs de Lucas, tes voisins. Tu n'es pas seule, Anne. Il posa doucement sa main sur la sienne. Ce contact, simple et respectueux, réveilla en Anne des émotions qu'elle croyait éteintes. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle. Julien sourit, un peu timide. « Parce que tu mérites d'être défendu. Parce que Lucas a de la chance d'avoir une mère comme toi. Et peut-être parce que j'aurais dû te dire il y a 10 ans que tu me plaisais. » Anne sentit son cœur s'accélérer. Dans ce bureau, face à cet homme intègre qui lui offrait son aide sans rien demander en retour, elle redécouvrait ce qu'était le respect. « Julien, ne dis rien maintenant, » l'interrompit-il gentiment. « Concentrons-nous d'abord sur Lucas. Le reste viendra naturellement, si tu le souhaites. » Cet après-midi-là, Anne commença sa formation en médiation avec un enthousiasme qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. Ses professeurs remarquèrent immédiatement son intuition naturelle et sa capacité d'écoute. « Vous avez le profil parfait pour ce métier », lui dit la formatrice principale. « Votre expérience personnelle vous donne une empathie rare. » En rentrant chez elle, Anne trouva Lucas qui faisait ses devoirs, concentré et sérieux. Il leva vers elle un visage rayonnant. « Maman, tu as l'air heureuse. » « Oui, mon cœur. Je crois que les choses vont s'arranger. »
Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était David lui-même. « Anne, nous devons parler. Mon avocat prépare les papiers. Tu peux éviter un procès pénible en acceptant une garde alternée. Va te faire voir, David. » Anne raccrocha et sourit. Pour la première fois depuis des mois, elle avait répondu à son ex-mari sans peur. La guerre était déclarée, mais elle n'était plus seule. 3 semaines plus tard, Anne remarqua la berline grise garée en face de son immeuble pour la 3e fois cette semaine. Toujours le même homme au volant, toujours le même journal déployé devant son visage. Une surveillance si évidente qu'elle en devenait presque grotesque. « Maman, c'est qui le monsieur dans la voiture ?» demanda Lucas en descendant les escaliers. « Je ne sais pas, mon chéri. Viens, nous allons être en retard pour l'école. » Mais Anne savait parfaitement qui était cet homme. David avait engagé un détective privé pour documenter chacun de ses mouvements. Elle se sentait observée en permanence, analysée, jugée. Chaque geste du quotidien devenait suspect. Un retard à la sortie d'école, un dîner rapide parce qu'elle avait cours le soir, une soirée passée à étudier au lieu de jouer avec Lucas. À l'école, Madame Roussel, l'institutrice de Lucas, l'interpella discrètement. « Madame Anne, j'ai reçu la visite d'une assistante sociale hier. Elle posait beaucoup de questions sur Lucas, son comportement, ses résultats. » Le cœur d'Anne se serra. David accélérait sa stratégie. « Qu'avez-vous dit ?»« La vérité. Que Lucas est un enfant épanoui, poli, travailleur. Que vous venez à toutes les réunions, que vous suivez sa scolarité de près. » Mais cette dame semblait chercher des éléments négatifs. Anne remercia l'institutrice et se dirigea vers sa voiture, la gorge nouée. En sortant du parking, elle croisa à nouveau la berline grise qui démarrait discrètement derrière elle. Le soir même, Julien l'appela, la voix tendue. « Anne, j'ai reçu la convocation. L'audience aura lieu dans 15 jours. David demande la garde principale avec droit de visite encadré pour toi. » Encadré ? Qu'est-ce que ça signifie ? Que tu ne pourrais voir Lucas qu'en présence d'un tiers, dans un lieu neutre. Il te présente comme potentiellement dangereuse pour ton propre fils. Anne s'effondra sur son canapé. Lucas faisait ses devoirs dans sa chambre, ignorant que son monde risquait de s'écrouler. « Julien, ils ont un détective qui me suit partout. Ils interrogent les gens autour de moi. Comment peut-on lutter contre ça ? En préparant notre défense. J'ai besoin que tu me donnes tous les noms des personnes qui peuvent témoigner en ta faveur. Et surtout, reste naturel. Ne change rien à tes habitudes. » Le lendemain, Anne découvrit l'ampleur de la manipulation quand Madame Lefebvre, sa voisine de palier, vint frapper à sa porte. « Anne, ma chérie, je dois vous dire quelque chose. Un homme est venu me voir. Il prétendait être journaliste et écrivait un article sur les mères célibataires courageuses. Il m'a posé des questions sur vous et Lucas. Qu'avez-vous répondu ? Que vous étiez une mère formidable. Mais après, j'ai trouvé ça bizarre. Il notait tout, même quand je disais que parfois Lucas pleurait le soir ou que vous rentriez tard de vos cours. » Anne comprit que ces paroles bienveillantes allaient être détournées contre elle. Le détective collectait des témoignages en se faisant passer pour un journaliste. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Par la fenêtre de sa chambre, elle voyait la berline grise stationnée sous un réverbère. Cette surveillance constante la rendait paranoïaque. Le plus dur fut quand Lucas, à la sortie de l'école, lui demanda pourquoi une dame lui avait posé des questions sur papa et maman. « Elle m'a demandé si tu criais parfois, si tu me laissais seule, si j'étais triste. J'ai dit que tu étais la meilleure maman du monde. » Mais elle avait l'air déçue. Anne serra les poings. Il manipulait son enfant, utilisait son innocence contre elle. Le vendredi soir, en sortant de ses cours de médiation, Anne trouva un message glacial de Marguerite sur son répondeur. « Anne, je serai au tribunal mardi prochain. J'ai promis à David de dire la vérité sur ton état mental ces derniers mois. Tu devrais vraiment reconsidérer ta position. Lucas mérite une famille stable. » Anne effaça le message et s'assit dans sa cuisine, la tête entre les mains. Sa propre mère allait témoigner contre elle. Comment expliquer à un juge qu'une grand-mère puisse mentir sur sa propre fille ? Lucas apparut en pyjama, son doudou sous le bras. « Maman, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on nous séparait. » Anne le prit dans ses bras, luttant contre ses propres larmes. « Ce n'était qu'un rêve, mon cœur. Nous ne serons jamais séparés. » Mais en prononçant ces mots, elle n'était plus sûre de pouvoir tenir cette promesse.
Le dimanche soir, la veille de l'audience, Anne reçut un appel anonyme qui la glaça d'effroi. « Madame Anne, j'ai des informations importantes concernant le procès de demain. David prépare quelque chose que vous ne savez pas. Si vous voulez protéger votre fils, retrouvez-moi demain à 7 heures au café de la gare. Venez seul. » La communication se coupa. Anne fixa le téléphone, le cœur battant. Qui était cet inconnu? Que tramait encore David? La bataille finale approchait, et Anne avait l'impression que toutes les cartes étaient truquées contre elle. À cette heure précise, Anne poussa la porte du café de la gare. L'établissement était presque vide. Seuls quelques habitués matinaux sirotèrent leur café en lisant le journal. Dans un coin reculé, elle reconnut immédiatement l'homme qui l'attendait, Pierre Martineau, l'ancien associé de David. « Pierre, c'est vous qui m'avez appelé ?» Il se leva, visiblement nerveux, et lui fit signe de s'asseoir. « Anne, j'ai des choses à vous dire sur David. Des choses que vous devez savoir avant l'audience. » Pierre et David avaient créé ensemble une petite agence immobilière 5 ans plus tôt, avant que David ne le trahisse en reprenant les clients les plus rentables pour monter sa propre société. Votre ex-mari prépare un faux témoignage pour aujourd'hui. Il va faire croire que Lucas lui a confié avoir peur de vous, que l'enfant se plaint de manquer de nourriture, de vos colères. Anne blêmit. Mais Lucas n'a jamais dit ça. Bien sûr que non. Mais David compte sur le fait qu'un enfant de 10 ans ne sera pas entendu directement par le juge. Il va présenter ses confidences comme des inquiétudes paternelles légitimes. Pierre sortit une enveloppe de sa veste. J'ai ici des documents que David m'avait confiés pendant notre association. Des preuves de ses revenus cachés, des transactions immobilières non déclarées. Il vous doit bien plus d'argent que ce qu'il a reconnu au moment du divorce. Anne ouvrit l'enveloppe, découvrant des relevés bancaires et des contrats de vente. Les sommes étaient moins considérables. Pourquoi me donnez-vous ça maintenant? Parce que David m'a volé ma société et ruiné ma réputation. Et surtout, Pierre hésita. J'ai rencontré Lucas plusieurs fois quand David le garde. Cet enfant vous adore, Anne. David le manipule pour qu'il dise du mal de vous, mais Lucas refuse. Ça me révolte. Anne sentit les larmes monter. Même loin d'elle, son fils la protégeait. Il y a autre chose, continua Pierre. Votre frère Édouard a proposé de l'argent à David pour qu'il obtienne la garde. Ils ont conclu un accord. Si David gagne, Édouard devient le tuteur financier de Lucas et récupère l'assurance vie de votre père. La révélation acheva d'éclairer le complot. Sa propre famille avait acheté David pour détruire sa vie. J'ai enregistré une de leurs conversations, ajouta Pierre en sortant un petit appareil. C'est légal, j'étais présent lors de leur rendez-vous dans mon ancien bureau. Anne écouta l'enregistrement, le cœur battant. Les voix d'Édouard et David résonnaient clairement. Si tu obtiens la garde, je te verse 15 000 € comptant, plus ma gestion de l'héritage de Lucas. Et Anne n'aura plus qu'à accepter sa défaite. Elle a toujours été faible. Anne ferma les yeux, submergée par un mélange de rage et de dégoût. Sa propre famille négociait son enfant comme une marchandise. « Pierre, accepteriez-vous de témoigner? C'est pour ça que je suis là. David et votre frère méritent d'être démasqués. » 2 heures plus tard, dans le bureau de Julien, ils préparaient fébrilement leur contre-attaque. Julien était émerveillé par ces preuves inespérées. « Avec ces documents, nous démontrons que David a caché une partie de ses revenus lors du divorce. Cela remet en question toute sa crédibilité. Et l'enregistrement? Il prouve la collusion entre David et Édouard. Le juge comprendra que cette demande de garde n'a rien à voir avec l'intérêt de Lucas. » Anne se sentait enfin armée pour se défendre. Ces semaines d'humiliation et de manipulation touchaient à leur fin. « Julien, comment peut-on être sûr de gagner ?» Il prit ses mains dans les siennes, ses yeux brillants de détermination. « Parce que la vérité finit toujours par triompher, Anne. Et parce que vous êtes la mère que Lucas mérite. » En se dirigeant vers le tribunal, Anne croisa une dernière fois la berline grise du détective. Cette fois, elle lui fit un signe de la main et sourit. Qu'il la surveille donc. Elle n'avait plus rien à cacher. Dans le hall du palais de justice, elle aperçut David, élégant dans son costume sombre, discutant avec son avocat. Plus loin, Marguerite et Édouard l'attendaient, sûrs de leur victoire. Ils ignoraient encore qu'Anne avait découvert toutes leurs cartes. La salle d'audience baignait dans une lumière froide qui accentuait la solennité du moment. Anne prit place à côté de Julien, face au juge Bertrand, un homme d'une 60aine d'années au regard perçant mais bienveillant. «
De l'autre côté, David arborait un air confiant, flanqué de son avocat en costume impeccable. Marguerite et Édouard s'installèrent au premier rang, leurs visages fermés exprimant une certitude que cette journée allait consacrer leur victoire. « L'audience est ouverte », déclara le juge. « Nous examinons la demande de garde principale déposée par M. David Mercier concernant son fils Lucas, 10 ans. » L'avocat de David se leva, théâtral dans ses gestes. « Monsieur le juge, nous démontrerons aujourd'hui que Madame Anne présente des signes d'instabilité préoccupants. Nos preuves attestent de négligences répétées, d'un environnement psychologiquement instable. » Il présenta les vidéos, soigneusement montées pour ne montrer qu'Anne dans ses moments de faiblesse. Les images défilaient. Anne pleurant, Anne comptant ses factures avec angoisse, Anne refusant une sortie à Lucas par manque d'argent. Ces documents prouvent l'incapacité de Madame à offrir la stabilité nécessaire à l'épanouissement de l'enfant. Anne sentit son cœur se serrer en voyant sa vie privée ainsi exposée et déformée. Marguerite fut appelée à la barre. Élégante et digne, elle joua parfaitement son rôle de grand-mère inquiète. « Monsieur le juge, ma fille traverse une période difficile depuis son divorce. Elle est fragile, émotionnellement. Lucas mérite une famille stable. David peut lui offrir ce qu'Anne ne peut plus donner. » Chaque mot était un poignard planté dans le cœur d'Anne. Sa propre mère la trahissait avec une froideur clinique. Puis vint le tour de Julien. « Monsieur le juge, ces vidéos ont été obtenues illégalement, sans le consentement de Madame Anne. Elles violent son droit à la vie privée. De plus, elles sont sorties de leur contexte pour créer une impression trompeuse. » Il fit défiler d'autres témoignages. Madame Roussel, l'institutrice de Lucas, attestant de l'engagement d'Anne dans la scolarité de son fils. Madame Lefebvre, la voisine, décrivant une mère attentionnée malgré ses difficultés. Madame Anne suit actuellement une formation en médiation familiale avec d'excellents résultats. Elle reconstruit sa vie professionnelle tout en préservant une relation privilégiée avec son fils. Puis Julien joua sa carte maîtresse. « Monsieur le juge, j'aimerais appeler Monsieur Pierre Martineau à la barre. » David se figea. Son avocat murmura quelque chose à son oreille, visiblement surpris. Pierre s'avança, tenant l'enveloppe de documents. Sa voix était claire et déterminée. « Monsieur le juge, Monsieur David Mercier a dissimulé une partie importante de ses revenus lors de son divorce. Voici les preuves de transactions immobilières non déclarées. » Il présenta les relevés bancaires, les contrats de vente. L'avocat de David tentait d'objecter, mais les chiffres étaient irréfutables. « De plus, » continua Pierre, « j'ai été témoin d'un accord financier entre Monsieur Mercier et Monsieur Édouard Laurent, le frère de Madame Anne, concernant la garde de Lucas. » Il activa l'enregistrement. Les voix d'Édouard et David résonnèrent dans le silence absolu de la salle. « Si tu obtiens la garde, je te verse 15 000 € comptant, plus ma gestion de l'héritage de Lucas. » Un murmure parcourut l'assistance. Édouard était devenu livide. Marguerite regardait son fils avec incompréhension. Le juge fronça les sourcils, visiblement choqué par cette révélation. « Monsieur Mercier, pouvez-vous expliquer cette conversation ?» David balbutia, tentant de minimiser, mais le mal était fait. Son masque de père soucieux venait de tomber. « Enfin, » conclut Julien, « j'aimerais que le juge entende Lucas lui-même, dans un cadre approprié. » Le juge acquiesça. Dans son bureau, accompagné d'une psychologue, Lucas répondit aux questions avec la sincérité de l'enfance. « Avec qui préfères-tu vivre, Lucas ?»« Avec maman. Papa, il me dit tout le temps de dire que maman est méchante, mais c'est pas vrai. Maman, elle me fait des câlins quand j'ai peur. Papa, il crie au téléphone, et après il dit que c'est la faute de maman. Te sens-tu en sécurité avec ta maman ? Oui, très très en sécurité. Maman, elle me protège toujours. » De retour dans la salle d'audience, le juge prit la parole d'une voix grave. « Cette affaire révèle une manipulation inadmissible. Les preuves présentées démontrent que cette demande de garde n'est pas motivée par l'intérêt de l'enfant, mais par des considérations financières. » Il regarda David sévèrement. « Monsieur Mercier, votre comportement est inacceptable. Quant aux vidéos présentées, elles sont irrecevables. » Anne retint son souffle. « Je rendrai ma décision dans une semaine. » L'audience est levée. En sortant du tribunal, Anne sentit pour la première fois depuis des mois qu'elle avait une chance de gagner. Une semaine plus tard, Anne était assise dans la même salle d'audience,
les mains entrelacées avec celles de Julien. Cette fois, Lucas l'accompagnait, ayant demandé à être présent pour entendre la décision qui allait déterminer son avenir. Le juge Bertrand prit place, ses lunettes reflétant la lumière matinale qui filtrait par les hautes fenêtres. « Après avoir étudié attentivement tous les éléments de cette affaire, commença-t-il d'une voix solennelle, je constate que la demande de garde principale de M. Mercier repose sur des fondements fallacieux et des manipulations inadmissibles. » Anne sentit son cœur s'emballer. Les vidéos présentées, obtenues sans consentement, constituent une violation grave de la vie privée. De plus, l'enregistrement révélant un accord financier avec M. Laurent démontre que cette procédure n'a jamais eu pour objet l'intérêt de l'enfant. David s'affaissait sur sa chaise, tandis qu'Édouard évitait tous les regards. Madame Anne conserve la garde principale de Lucas. Monsieur Mercier bénéficiera d'un droit de visite un week-end sur 2, sous réserve de respecter l'équilibre psychologique de l'enfant. Il est condamné à verser des dommages-intérêts de 5 000 € pour procédure abusive. Lucas se jeta dans les bras de sa mère, qui pleura enfin des larmes de joie pure. 6 mois plus tard, le cabinet de médiation familiale d'Anne ouvrait ses portes dans un local lumineux du centre-ville. Cabinet Anne Laurent Médiation était gravé en lettres dorées sur la plaque d'entrée. Julien avait insisté pour qu'elle garde son nom de jeune fille. Partenaire en tout, avait-il dit en souriant, mais chacun son identité. Leur relation avait évolué naturellement, construite sur le respect mutuel et une complicité profonde. Julien ne cherchait pas à remplacer le père de Lucas, mais à devenir l'ami bienveillant que l'enfant méritait. Lucas s'épanouissait. Ses talents artistiques, longtemps réprimés, explosaient dans des dessins colorés qui décoraient maintenant les murs de leur nouvel appartement. Il avait trouvé en Julien un complice pour ses passions, quelqu'un qui l'écoutait vraiment. 1 an après le procès, Anne reçut une lettre de Marguerite. Les mots tremblés révélaient une femme vieillie, rongée par les remords. « Ma chère Anne, je réalise l'énormité de mes erreurs. Édouard m'avait convaincu que c'était pour le bien de Lucas. Je voudrais te voir, vous voir. » Anne lut la lettre à Lucas, respectant son droit de choisir. « Tu veux la revoir, maman ? Seulement si toi, tu le souhaites. » Lucas réfléchit longuement, avec cette sagesse précoce que lui avaient donnée les épreuves. « Pas encore. Peut-être plus tard, quand elle aura vraiment changé. » Anne acquiesça, fière de la maturité de son fils. 2 ans après cette nuit terrible chez Marguerite, Anne organisait l'anniversaire de Lucas dans leur nouveau foyer. Autour de la table, des amis sincères, les collègues du cabinet, Julien et sa sœur, qui étaient devenus comme une tante pour Lucas. Lucas souffla ses 12 bougies, entourées d'amour authentique. Ses yeux brillaient de bonheur pur. « Fais un vœu, mon cœur, » dit Anne. « J'ai déjà tout ce que je veux, » répondit-il simplement. Anne regarda autour d'elle. Cette famille qu'elle avait reconstruite de ses propres mains, ce bonheur qu'elle avait arraché à l'adversité. Elle avait perdu une famille toxique pour gagner une vraie famille, choisie et aimante. Julien posa doucement sa main sur la sienne. « Tu as réussi, Anne. Tu es libre. » Elle sourit, serrant la main de l'homme qu'elle aimait et regardant son fils rire avec ses amis. Oui, elle était enfin libre. Libre d'aimer, libre de vivre, libre d'être elle-même. La petite fille humiliée était devenue une femme forte. La mère désespérée était devenue une guerrière. Anne avait découvert que parfois, perdre une famille toxique permet de retrouver sa propre famille, celle du cœur.